Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Zishan qui a accepté de venir pour nous parler de son parcours d'entrepreneur et vous donner tous les conseils nécessaires pour réussir dans votre carrière professionnelle. Donc voilà, bonjour Zishan. Bonjour Abraham. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Écoute, j'ai plusieurs questions, mais on va peut-être commencer par te laisser te présenter. Qui es-tu C'est assez simple, hein. Je m'appelle Zishan, je viens de fêter mes 37 ans, ça se voit, les cheveux gris apparaissent. Je suis d'origine indo-pakistanaise, né en Belgique, de nationalité belge. J'ai grandi principalement en Belgique, en ayant un parcours aussi à Londres durant mes études. Et je suis tombé par hasard dans le monde de l'entrepreneuriat il y a environ 10 ans de ça. Donc voilà, alors on s'est rencontrés d'abord à la salle de sport. D'abord à la salle de sport. Ça se voit plus chez toi que chez moi. Des activités dans l'immobilier et puis surtout aujourd'hui tu es le CEO de Quintessence. Alors peut-être explique aux personnes qui nous écoutent ce que c'est et ce que tu fais, quels sont les services que tu apportes. Alors Quintessence LI, c'est une société qui est active dans le domaine de la conciergerie privée et corporate. C'est le leader mondial dans son domaine depuis 17 ans maintenant. Donc c'est une société qui existe, qui a démarré à Londres en 2000 et qui aujourd'hui est présente avec des bureaux physiques dans plus de 60 villes dans le monde. Donc en termes de couverture mondiale, c'est le groupe le plus large actif dans le domaine de la conciergerie. Et je m'occupe du marché Benelux initialement depuis l'année 2007. Bon, j'ai revendu le marché hollandais il y a 2 ans et je suis toujours à la tête maintenant du marché belge et luxembourgeois au sein du groupe. Super. Et donc en termes de services de conciergerie, peut-être pour que les gens sachent de quoi il s'agit exactement. Ok, alors tout le monde connaît un peu le concept d'un concierge dans un hôtel où finalement lorsqu'on loge dans un hôtel, on peut s'adresser au concierge pour l'une ou l'autre demande relative à son séjour, même extérieur à l'hôtel, que ce soit réservé à un restaurant, un spectacle et autres, le concierge s'en occupe, que ce soit également réservé un transfert avec un chauffeur, c'est toutes des choses qui sont prises en charge par le concierge. Donc le concept est un peu le même, sauf qu'on a accès à ce service de chez soi et de partout dans le monde. Donc en fait on appelle dans un bureau, nos bureaux, donc on a des centres partout dans le monde où on peut également formuler les demandes par email et on peut demander un peu de tout. Donc que ce soit organiser le voyage, des recommandations, des réservations de restaurants, tout ce qui touche au divertissement au sens large, donc l'accès à des événements sportifs qui sont sold out, l'accès à des événements d'art, des vernissages, l'accès à des festivals et autres. Donc le divertissement vraiment au sens large, le domaine du sport aussi, également le nightlife pour ceux qui aiment sortir, et alors les demandes du quotidien qui reviennent toujours, assez simples, hein, organisez-moi la livraison d'un bouquet de fleurs, d'une bouteille de vin, un cadeau, etc. Donc il n'y a pas vraiment de limite dans ce que les clients peuvent nous demander. Tant que ça reste dans le domaine du légal, on va l'exécuter. Voilà. Tant que ça reste dans le domaine du légal. Il faut le préciser. Ok, et donc alors maintenant parlons un peu de ton parcours. Je sais que tu n'as pas commencé forcément dans ce business-là. Non. Alors si tu pouvais un peu nous expliquer comment tu es arrivé à ce poste et le parcours. Alors moi j'ai jamais lâché les études, ça c'était déjà une bonne chance que j'ai eue. Donc j'ai étudié primaire, secondaire ici à Bruxelles, en Belgique. Okay. J'ai eu, pendant mon parcours universitaire, la chance d'étudier 1 an à Londres et puis de nouveau à Bruxelles. J'ai fait des études de licence en sciences économiques. Okay. Donc les débouchés après les études, à l'époque, bon, il y avait des jobs possibles. Bon, je voyais un peu ce que mes amis faisaient en début de carrière et disons que moi, j'étais pas plus tenté que ça. Je voyais aussi, j'avais des amis un peu plus âgés qui avaient démarré 3, 4, 5 ans avant moi leur carrière dans le même domaine et j'ai pu un peu constater, observer l'évolution, ouais. Et où est-ce qu'ils en sont 3, 4, 5 ans après avoir le diplôme, en ayant comme un bon élève postulé dans une grande société et commencer, on va dire, à faire son chemin et les échelons. Et ça m'a pas excité plus que ça. Je me dis bon, c'est quand même beaucoup d'efforts les études et finalement on met son savoir-faire et ses efforts à disposition d'autres. Donc tu avais déjà finalement très jeune cette âme d'entrepreneur. Depuis toujours, même étudiant et plus jeune, cette réflexion out of the box. Okay. Donc vraiment réfléchir hors de la boîte, je ne sais pas comment on traduit ça précisément en français. Donc c'était pas un parcours que la plupart des gens suivent, mais
j'avais plutôt la capacité de remettre ça déjà en question et me dire, voilà, comment est-ce que ça fonctionne, l'analyser, le critiquer. Et je me voyais pas faire la même chose, donc j'ai commencé à réfléchir. Et mon père à l'époque était dans l'hôtellerie ici en Belgique. Il avait quelques établissements avec 2 associés qu'il a construit de zéro, comme ça. Les gens le savent aussi, hein. Lui aussi c'est quelqu'un qui a immigré du pays. Un self-made man, quoi. Totalement. Il a immigré, il avait même pas ses papiers, donc le niveau de galère que lui a connu, c'était encore très facile pour moi. D'ailleurs, quand il me raconte ces histoires, oui, toi tu as eu directement ta nationalité, tu es né avec la nationalité, tu te rends pas compte de la facilité. Moi j'ai dû dormir dans des parcs, vraiment galérer, avoir mes documents, c'était vraiment une victoire, et ainsi de suite. Et donc lui, avec deux associés amis de la communauté aussi, de sa génération, ils ont travaillé très très dur et ils ont monté, bon, c'est pas des Hilton, hein, soyons d'accord, mais voilà, une série d'hôtels indépendants, 1, 2, 3 étoiles maximum, principalement à Bruxelles, et ça marchait bien. Sorti de mes études, j'avais bossé pour lui, et il m'avait proposé la reprise d'un établissement dont il venait de faire l'acquisition, qui était fermé pendant 2-3 ans, parce que les propriétaires, les anciens propriétaires, sont décédés, et donc il y a eu toute une histoire de succession avec les enfants, etc., qui eux ont décidé de ne pas poursuivre l'activité. Donc une activité hôtelière un établissement qui ferme 2-3 ans et qui n'est pas affilié à un grand groupe, où il n'y a finalement pas un marketing et une communication derrière, mais dites-vous que c'est complètement à plat, complètement à zéro. C'est comme si vous démarriez une nouvelle activité. Scratch, exactement. Donc il y a le bâtiment qui était très beau, c'était dans le centre-ville du côté des Halles Saint-Géry. Oui. Vraiment un beau bâtiment, et je me souviens, mon père qui m'a rien dit, il m'a emmené là faire une balade, et il avait les clés en poche, il a ouvert le bâtiment, et il me dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Et je me souviens que je trouvais ça très beau, j'ai dit, waouh, c'est plus joli que ce que tu as eu en termes de qualité. Et il me dit, bah voilà, c'est fermé, tu as une mission maintenant, il faut que tu fasses tourner cet établissement. Ok, challenge. Ouais, challenge. Je pense que j'avais peut-être 22 ans à l'époque, je sortais des études. Ok, d'accord. Ouais, j'avais un peu d'expérience hôtelière, bien sûr, parce que pendant des années, j'ai suivi ces activités. Mais c'était nouveau et j'avais pas forcément une formation économique, oui, mais zéro formation. De terrain. Dans le tourisme, hôtellerie, j'ai pas fait l'école hôtelière, ni le tourisme, donc là c'était purement de la pratique, et donc voilà, il me transmet les clés, et bon, on était une petite équipe pour démarrer, et je me rappelle, je devais faire un peu la gestion, et j'étais moi-même le réceptionniste de jour aussi. Donc j'avais les 2 casquettes sur la journée, je m'occupais des clients. C'est bien, oui, voilà, ça te permet d'être... un peu... Avec le recul, tu comprends beaucoup de choses. Hein. À l'époque, tu te dis, oui, c'était pas idéal parce que tu dois faire la gestion, mais en même temps, t'es réceptionniste, c'est pas comme ça que ça devrait être. Mais avec le recul, maintenant, tu te dis, cet aspect-là, par exemple, ça m'a aiguisé dans la polyvalence. Ouais. J'ai pu apprendre la polyvalence grâce à ce genre de contraintes. Donc, finalement, dans chaque contrainte se trouve une opportunité et un apprentissage. Donc ça, c'est des choses qu'on comprend plus avec le recul plus tard dans la carrière. Donc, tout à fait. Et je tiens à préciser, parce que là, on nous écoute, ce que Zishan vient de dire est quelque chose de vraiment, vraiment important. Vraiment, dans la contrainte, on développe des aptitudes, des capacités qu'on ignore, dont la polyvalence, dans ce cas avec aussi. ta contrainte. Donc il fallait, voilà, et bon, c'était pas un établissement sur un axe principal, donc on était un peu en retrait. Mon père a eu l'habitude de travailler avec des établissements qui se situaient sur des axes principaux, donc face à la gare du Midi, ce genre de choses, donc énormément de passages, mais bon, il avait démarré dans le métier il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, le visage du monde hôtelier a fort changé, c'est principalement généré par l'Internet. Donc tout le business se fait via Internet. À l'époque, c'était les agences de voyage. Il n'y avait pas Internet quand mon père a démarré. C'était un temps... C'était une autre époque, d'une autre manière de faire les affaires, en tout cas dans le tourisme. Si la localisation était bonne, il y avait beaucoup de clientèle, de passage, chose qui existe quasi plus de nos jours. Oui. Donc les clients poussaient la porte et c'est combien le tarif, je peux voir la chambre, ils visitent la chambre, il n'y avait pas de photo, pas de site web. Ils louaient la chambre. Quand on y pense, c'est incroyable. Les jeunes, ils n'ont pas connu ça. Non, ils n'ont pas connu. Donc mon père, il a fait sa carrière comme ça, mais il était toujours imprégné de ce moule parce que ça a fonctionné pour lui et ses associés de cette manière. Mais moi, j'avais repris ça début des années 2000, 2002, et bon, là, l'Internet arrivait. Oui. Et la localisation de cet établissement était différente de ce qu'ils ont eu l'habitude de connaître, donc je lance l'affaire et au bout d'un mois, je me dis, ça va pas aller. On est vide.
on loue une chambre, 2 chambres. Je commence à paniquer. J'ai dit, premier mois, on est en perte grave. Si je fais rien, on va fermer et ça va être sur ma tête. Parce que le challenge et les clés, c'est moi qui C'était pour toi. Je dis, oh là là, ça va pas aller, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, je commence à me renseigner, je vais sur Internet et je découvre que il y a des sites qui prennent de l'ampleur où il y a possibilité de réserver. Donc, je prends contact avec eux à Blanc, dont Booking.com à l'époque, Expedia, etc. Et je négocie un contrat. Bon, les commissions, ils étaient un peu plus souples à l'époque que maintenant. Maintenant, ils sont très forts sur le marché, donc ils demandent un taux plus élevé. Donc voilà, je négocie un accord en espérant avoir un volume de business parce que je ne voyais pas d'autre solution. Et donc je présente ça à mon père qui me dit ça va pas la tête. Tu vas donner 12% de ton revenu à un site internet. C'était 12% à l'époque. À l'époque, oui. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus haut, je pense. Beaucoup plus, ouais. Il me dit mais t'es complètement fou, on va pas faire ça. Et donc bon bref, on est en clash, en désaccord, mais je crois à mon idée. Et donc je vais voir ses associés derrière son dos pour les convaincre. Et du coup ils se retrouvent à 2 contre 1 parce que je les ai mis de mon côté. Et finalement on signe le contrat et puis ça démarre. Donc ça fonctionne effectivement, Internet. Et donc tout à fait. Alors juste encore de nouveau un petit par rapport à ce qu'il dit, c'est que parfois il faut avoir de l'audace aussi et aller jusqu'au bout de ses idées. Ce que tu as fait. Si on y croit vraiment, il faut pas hésiter à aller à bout. Si vous êtes convaincu, si vous avez les arguments pour. Même si on fait face à une grande entité, donc ici en l'occurrence c'était mon père, hein, quand même. Rien que ça. Faire face à son père, dans un domaine où lui était beaucoup plus établi que moi finalement. Moi j'étais un novice, il avait la légitimité, parce que c'est sa carrière finalement. Moi j'arrive petit jeune de nulle part, donc j'étais pas crédible par rapport à lui. Malgré ça, si on est sûr de ce qu'on avance, il faut le pousser, il faut pas hésiter. Donc, et tu as eu peur quand tu as dû faire ça? Oui. non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, hein, qui se disent j'ai une idée, j'y crois, et justement, je vais pas au-delà. Non, bien sûr que j'ai eu peur. Je me dis bon, c'était quand même mon père. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon père, c'est l'autorité. Bon, c'est culturellement chez nous aussi la figure paternelle. Ça impose beaucoup, c'est difficile d'aller à l'encontre, mais bon, je croyais vraiment que c'était juste et que c'était la bonne direction. Donc malgré ma peur, j'ai quand même continué à avancer. Et maintenant, quand on en parle avec mon père, on en rigole, hein, je le taquine, je dis, rappelle-toi, si tu m'avais pas écouté... À l'époque, tu rigolais pas. Non, je rigolais pas, et lui non plus. Mais bon, maintenant, finalement, les choses sont bien déroulées, on a bien avancé avec l'Internet, et puis petit à petit... J'ai un peu appris aussi le métier sur le terrain, donc j'ai pu faire des contrats avec la communauté européenne, tout ce que je pouvais prendre, hein, MSF, tes clients, un club de jazz. Tout ça dans l'hôtellerie, hein? Tout ça, un club de jazz dans le centre-ville, près de la Grand Place. Donc voilà, en grappillant un peu, en se positionnant, finalement, même en tant que petit indépendant, ça a bien fonctionné. Puis voilà, donc 2 ans après, je pense que j'avais atteint mon challenge. Et voilà, donc puis alors voilà, donc là tu fais le changement pour Quintessence. Explique-nous, parce que moi je connais déjà l'histoire, mais je la trouve vraiment intéressante parce que là on peut dire qu'à nouveau tu as fait preuve d'audace. Bon, il y a des épisodes, je ne vais pas faire mon CV que je passe, hein, j'ai eu des expériences entre. J'ai travaillé pour un groupe d'assurance quelques mois, un grand groupe allemand, où j'ai vraiment appris la notion de vente. Donc, et j'aimais bien. Donc, c'est Ernst Brandheimer? C'est ça. Ah bah voilà, oui, non, ils forment très bien là-bas. Hein. Pour la vente. Ah oui, ils sont terribles. Hein. Parce que c'est un peu, je dirais pas agressif, mais on vous pousse. Ils savent comment. Voilà, et on est payé uniquement à la commission, mais on est bien payé à la commission. Donc voilà, si on a un peu aiguisé, c'est vraiment une bonne formation pour être aiguisé, apprendre les premières techniques de base de vente, la psychologie. Ce genre de choses, c'est une bonne école. Donc là, je crois que j'ai eu un bon passage. Je peux te dire que je connais pas mal de personnes qui sont passées par Ambro-Reinheimer et c'est impressionnant à quel point, en fait, dans le monde de l'assurance en général, ils ont des vendeurs, mais qui sont redoutables. Oui, c'est très impressionnant. Alors, tout le monde ne passe pas forcément les filtres, mais quand on a envie d'apprendre là-bas, on a vraiment un environnement qui est très formateur. C'est vrai. Je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'était il y a 18 ans au moins.
Ouais, parce que moi, j'avais commencé à mes 18-19 ans, là, en complémentaire. Ok, d'accord. J'étais un des plus jeunes dans la salle. Ok. C'était bien, une bonne expérience. Donc après, bon, on a atteint un beau taux d'occupation moyen et finalement ça roulait. J'avais plus rien à apporter de nouveau. Bon, les 4 murs, c'était un peu la limite de l'établissement. J'avais plus rien de nouveau à apporter. C'était bien géré, donc il me fallait autre chose. Ok. Un challenge différent qui me correspondait. Où j'allais apprendre aussi quelque chose de nouveau. Et donc, je commençais un peu à chercher une activité à développer finalement. J'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Et j'avais peut-être 25 ans, 26 ans à l'époque. Et il n'y a rien vraiment qui me tentait. Et un jour, bon, j'ai beaucoup de famille à Londres, j'ai été beaucoup à Londres. J'étais à Londres et, avec mon frère et on est tombé par hasard en événement sur des gens Ouais. qui sont affiliés au groupe Maison Mère. Parce qu'il faut savoir que la maison mère de notre entreprise est située à Londres. D'accord. Et à l'époque, le groupe était plus petit, donc je pense qu'il y avait même pas une trentaine de bureaux, moins de la moitié de ce que ça représente aujourd'hui en termes d'opérationnel. Et donc ils cherchaient encore à se développer, à franchiser des marchés. D'accord. Dont ben, la Belgique, c'était vierge. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Et donc, ils ont amorcé la discussion de manière assez friendly. On s'est dit, OK, pourquoi pas. En tout cas, le projet a l'air super excitant. Et mon frère a entendu parler également de l'entreprise à la télévision. Ok. Donc, il avait vu une émission sur le franchisé français de l'époque. Et je me rappelle, il est venu me trouver, il dit, il y a un gars là, en France, il fait un business, mais il est au top. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. Et j'ai dit, ah bon? Et il me dit, je me rappelle pas du nom de l'entreprise, c'est super compliqué, mais c'est top. Mais c'est top, ok. J'ai dit, ok. Donc, Et voilà. là, Les ok. liens se font et j'ai dit, ok, pourquoi pas, discutons. Donc, je m'enseigne un peu sur l'activité en soi, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. On va au bureau à Londres et là, je rentre dans une salle, on dirait une salle de marché. D'accord. C'est énorme, il y a des écrans partout avec incoming call, outgoing. T'as un manager de l'équipe qui est en train de monitorer le flux d'appels entrants, sortants. Comme dans les salles de marché, tu as des horloges avec New York, Londres, Hong Kong, Dubaï, tu vois ça, tu dis waouh! Et ça sonne dans tous les sens et tout le monde est au téléphone et c'est agité. Le loup de Wall Street, quoi. Ouais, il y a 200 personnes dans cette salle en train de... 200? Ouais, Ok, facile. ok. Et ça m'a impressionné. Je dis waouh! Ok. Donc, on traverse cette salle. Je pense que c'était prémédité d'ailleurs. Il faut traverser des gens pour aller vers les salles de réunion. Voilà. Que tu sentes que tu n'arrives pas n'importe où, quoi. Exactement. Et donc, on arrive en salle, on commence les discussions et à un moment, bon, de fil en aiguille, je me retrouve avec le fondateur face à face. Et je pense qu'on a parlé à faire moins de 30 minutes. Et puis pendant 1 heure, c'était de la vie, de la philosophie, de l'humain, de choses comme ça. Et ben, en moins de 30 minutes, on avait serré la main. Et fait le deal alors. Et fait le deal, oui. Ok. Ouais. Et donc là, tu te lances dans l'aventure de Quintessence, que tu vas devoir développer en Belgique. Et alors, bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler un peu, mais donc ça n'a pas forcément été facile. Il suffisait pas d'aller à Londres serrer une main pour arriver ici et lancer le business et que ça marche. Non, c'était compliqué. Hein. Donc, bon, serrer la main, c'est une chose. Obtenir la confiance, c'est une chose. Il faut savoir que j'étais très jeune à l'époque, j'avais 26 ans à cette période. Et donc, pour eux aussi, c'était quand même... délicat de confier un marché. Ils ont construit une enseigne, une marque. À l'époque, qui valait déjà quelque chose. Et donc, confier sa marque à quelqu'un sur un marché, quelqu'un de très jeune, 26 ans... Deuxième challenge. Voilà, c'est pas évident non plus pour eux. Hein, je me mets à leur place, dire, OK, je vais faire confiance, entre guillemets, à un gamin de 26 ans sur un marché où on n'est pas encore présent, mais on est reconnu... sur des marchés comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils n'ont pas envie non plus de brûler leur marque qui est internationale. Donc, pour eux aussi, il fallait mesurer ça, et donc j'ai dû être convaincant quelque part. Et donc, c'était un challenge dans les deux sens. Pour eux aussi, ils se sont dit, OK, on va faire le test. Si on peut, justement, sur cet aspect d'être convaincant, bon, il y a différentes techniques ou approches, mais toi, maintenant avec le recul, qu'est-ce qui, dans ton approche, à ton avis, avec ta jeunesse, a permis justement de convaincre ce fondateur de dire « Ok, je vais parier sur Zishan ». Je pense que l'aspect de convaincre,
est variable. Il faut absolument l'adapter en fonction de la personne qu'on a face à nous. D'accord. Donc ma manière de peut-être te convaincre de quelque chose sera pas la même pour convaincre quelqu'un d'autre de la même chose. D'accord. Pas forcément. Et ça dépend aussi, là on parle de convaincre de la même chose. Maintenant on peut convaincre de choses différentes, mais avec l'autre personne. Donc c'est vraiment, il faut être caméléon, je pense, par rapport à ça, parce que convaincre, c'est finalement avoir la capacité de comprendre la psychologie de la personne qui est en face de soi, comprendre quels sont les points importants ou les cordes sensibles de cette personne-là, et finalement appuyer là-dessus. Ça sert à rien que je mette le paquet sur certains arguments. Qui vont peut-être pas. Où je sais que tu n'auras pas de sensibilité, peut-être. Et l'autre, oui. Et l'autre, oui. Donc, je pense que c'est. Voilà. Après, il faut une avoir bonne découverte client, déjà, pour sentir ces points-là. Voilà, il faut bien écouter d'abord, analyser, et puis être convaincu. Hein. Si on n'est pas convaincu, c'est difficile de convaincre, forcément. Donc, j'étais honnêtement convaincu de moi-même. de ta capacité à y arriver quand je suis entré dans la salle. Donc, c'était pas un shot du style, OK, on verra bien, je vais essayer. Non, j'y croyais vraiment. Je croyais en moi pour commencer. Ça, c'est primordial. Et il faut faire transparaître cette sensation à l'autre, en fait. Oui. Il doit sentir qu'on croit en soi. Donc, je pense que j'ai pu le faire. Et puis, voilà, s'adapter, je reviens là-dessus. Ça dépend des personnalités des gens. Hein. Donc, lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et donc, même une problématique, il peut l'aborder avec humour en jetant un pavé dans la mare. Oui. Donc, d'entrée de jeu, c'était alors... la première phrase qu'il m'a dite, c'était... alors, tu as 12 ans et tu veux reprendre ma marque sur ton marché, c'est ça? Donc, il est rentre dedans directement, donc il faut jouer dans le même sens. Donc, ma réaction immédiate, c'était lui rentrer dedans aussi. Et donc là, le fait que je lui rentre dedans aussi, il a posé son téléphone, parce il l'a fait en regardant son téléphone. Donc, il ne me regardait même pas. Hein. Donc, bon, tu as 12 ans et style gamin. Et là, je lui rentre dedans aussi. Et donc là, j'ai pu obtenir son attention. Donc il a posé son téléphone, il a dit OK, discutons. Il y a du répondant. Il y a du répondant, on va discuter. Donc voilà, je pense que ça lui a plu et c'est le premier aspect qu'il a retenu, c'est que voilà, je peux aussi lui rentrer dedans et ça c'est signe de personnalité aussi finalement. C'est ce qu'il cherche, il était sensible à ça. Donc je pense que de toute façon, en termes d'opinion, généralement, sur 10-20 premières secondes, notre instinct, notre inné se fait déjà une première opinion assez complète de quelqu'un face à soi, sans y réfléchir. Hein. Donc, c'est très important, les 10 ou 20 premières secondes, ce qu'on va dégager en termes d'énergie, en termes d'image, parce que l'autre va nous juger, c'est automatique. Après, pour inverser la tendance ou la longueur, c'est vraiment beaucoup de boulot. Alors, je sais pas si tu connais cette règle, moi je l'ai appris dans mes études, c'était la règle des 3 x 20. C'est les 20 premiers mots, les 20 premières secondes et les 20 premiers gestes. Je me souviens que tu m'en as parlé lors de notre déjeuner. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu et j'en fais souvent un parallèle avec la visite d'un appartement, d'un immeuble ou peu importe. Mais c'est toujours ces premiers instants vont être très déterminants sur la suite de l'histoire. C'est vrai. Donc, il ne faut pas se louper au début, quoi. Surtout pas. Donc, voilà. Mais donc, il t'a donné sa confiance, tu arrives à Bruxelles et donc pas forcément si simple que ça après de lancer la marque. Parce que, de nouveau, pour les gens qui nous écoutent, voilà, on peut se dire, OK, je me lance dans un business, avoir le courage de changer de carrière, peu importe, se dire, voilà, je vais me lancer dans quelque chose. Mais après, ça n'a pas forcément été évident, il a fallu travailler. Donc, raconte-nous un petit peu. C'était un métier nouveau. Hein. Donc, la conciergerie virtuelle, c'est quelque chose qui arrivait sur les marchés petit à petit. Ça a démarré en 2000, mais sur une ville comme Londres, hyper cosmopolite, suivi par des marchés comme les États-Unis, Hong Kong, Dubaï. Des villes-mondes. Voilà, des villes-mondes très cosmopolites. Et la Belgique, en termes de suivre ce genre de tendance, c'est pas la même chose. Donc, je pense que c'était trop précurseur à l'époque pour le marché belge, qui était clairement pas prêt en termes de mentalité à absorber ce genre de services. Donc, c'était un premier handicap. J'ai commencé en 2008, début 2008. Les événements financiers qui ont suivi, voilà, pour moi, c'était mes premières années. Et forcément, la première réaction
des gens et des entreprises, c'était de couper les budgets, vu ce qui se passait sur la place financière. C'était un massacre. Et donc, quelque part, pour une start-up, c'est vraiment... C'était pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment, c'était de très mauvaises conditions de démarrage. Donc, c'était compliqué pour nous, vraiment difficile au début. Mais donc là, il y avait deux choix, hein, et il y avait beaucoup de gens dans mon entourage, proche ou éloigné, qui me disaient, écoute, rends-toi à l'évidence, ça va pas, il faut que je jette l'éponge. Certains auraient fait le choix de jeter l'éponge et de dire, ok, c'est pas grave, je passe à autre chose, mais non, moi j'y croyais vraiment à plus long terme, à mon idée. Je me dis, non, la Belgique, finalement, les crises financières ne sont jamais éternelles. À un moment, ça revient, les marchés reprennent, et quoi qu'il en soit, quelque chose, un business model qui va se mondialiser, parce que ça c'était inévitable, je savais que ça allait se mondialiser. À un moment ou l'autre, la Belgique va entrer dans la course aussi, même si c'est plus tard. La Belgique suit toujours finalement dans des business models qui deviennent mondiaux. Donc même si elle a un peu de retard, elle s'intègre finalement. Et donc je me dis, je vais pas rater le coche là et donner ça à quelqu'un d'autre. Donc je suis le premier dessus. Il y a une phase difficile, il faut la passer, il faut se battre. Et donc j'ai pas lâché l'affaire et on s'est battu. Et alors donc juste à ce moment-là, donc ces gens qui te disent voilà, laisse tomber, c'est pas le moment, etc. J'imagine que ça n'a pas été quelque chose de facile à vivre. Je dis ça parce que beaucoup de personnes ont des projets, ont des rêves, et voilà, quand l'environnement commence à leur dire laisse tomber, t'es pas à la hauteur ou autre, c'est un peu. Donc, toi finalement, dans cette difficulté, comment est-ce que tu as fait intérieurement pour te dire, vous me dites ça, c'est bien, mais je vais quand même aller de l'avant? Ça arrivera toujours. L'environnement qui va dire non, ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il se transpose dans la situation. Et si tout le monde avait la capacité de dire ok, c'est bon, tout le monde serait entrepreneur et tout le monde réussirait, logiquement. Oui. Donc c'est là que la différence se marque. Finalement, vous pouvez avoir 10 personnes qui vont vous dire non, ça va pas marcher, abandonner ou peu importe. Si vous êtes seul et convaincu, mais votre force de conviction doit être supérieure à ce que 10 personnes dans votre environnement peuvent vous juger négativement. Donc là, c'est un peu un esprit d'automotivation. Je pense que c'est nécessaire dans le parcours d'un entrepreneur d'avoir ce mécanisme, parce qu'il y a des nuits difficiles, il y a des journées difficiles, il y a des moments de doute. Mais quand on tombe dans ces moments de doute ou de difficulté, ce qui nous rattrape, c'est ça. C'est finalement cette motivation et cette force de auto-régénérer, pardon. Ça permet finalement, même après des coups, de toujours se relever. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu, ou c'est quelque chose que tu as développé avec les années? Je pense qu'il y a une graine qui est là, donc il y a un mécanisme, mais ça peut se travailler pour s'améliorer. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir, une sensation que, en tout cas moi j'ai ressenti très jeune, avant d'être entrepreneur, dans d'autres circonstances de la vie aussi, où voilà, on peut transposer ça dans le sport aussi, par exemple. Il y a des jeunes qui sont battants dans le sport. C'est un peu le même feeling, hein, de dire, OK, on est en train de perdre le match, mais on continue à se donner, et ça vient de l'intérieur. Donc c'est un peu la même sensation. Mais après, avec le temps, on apprend à mieux la contrôler, la cadenasser. Donc ça, c'est un peu l'expérience. Mais je pense que c'est nécessaire, parce que des jugements, des avis négatifs, il y en aura. Hein. Moi, dans le début de l'activité aussi, j'ai eu des rencontres, des meetings avec. J'ai débuté, j'étais jeune, je suis pas belge de souche, il y a beaucoup de paramètres. Et bon, heureusement, la Belgique, ça devient vraiment un pays diversifié aussi, mais malgré ça, moi j'ai ressenti à l'époque aussi, me retrouver à table avec certaines personnes qui avaient des postes confirmés dans de grandes enseignes, qui m'ont clairement jugé. J'aurais pu sortir de là abattu, mais non, au contraire, ça m'a vraiment motivé encore plus. Je me suis dit que je vais démontrer que finalement, peu importe l'emballage, c'est pas ce qui compte, c'est finalement le fond de ce que je vais livrer qui compte et qui fera la différence. Cet aspect jugement, oui, on peut le prendre de deux manières, hein. Tout dépend de comment on encaisse un événement dans la vie. Donc il peut y avoir un même événement et il y a diverses manières de l'encaisser.
Et c'est la manière de l'encaisser, de traiter cet événement fait toute la différence sur le résultat potentiel. Donc l'événement, il est là, c'est la force des choses, c'est les circonstances, on ne sait peut-être pas les changer, mais la manière avec laquelle on l'aperçoit et on va la traiter, ça c'est propre à soi. Ça fera toute la différence dans le parcours finalement. Écoute, je te remercie vraiment de parler de ce point, parce qu'on en a parlé un peu avant de commencer la vidéo, cet aspect de diversité. Tu parlais de Didier Classe, et qui est aussi Je sais pas métis. si on a le droit de le mentionner. Ouais, je lui demanderai, j'enverrai un petit message. Attention, sinon tu peux recevoir un mail. Voilà. Mais donc de cette difficulté de la diversité et de l'importance de transmettre aussi aux jeunes, parce que donc moi je suis un métis, toi aussi tu es issu de la diversité, on est deux jeunes entrepreneurs, enfin on veut encore se convaincre qu'on est jeunes entrepreneurs en Belgique, et beaucoup de personnes dans notre situation se disent finalement, parce que j'ai cette contrainte, je ne vais pas forcément pouvoir parvenir dans mon parcours d'entrepreneur à y arriver, et donc voilà, tu es la preuve vivante que c'est possible, moi aussi, et donc je pense que c'est un message important de leur rappeler que c'est possible. Et ce que tu as dit aussi au niveau du fait d'encaisser, moi je parle souvent d'attitude, hein, c'est que finalement des mauvais événements, tout le monde en a, j'en ai, tu en as, tout le monde en a, et c'est vraiment la façon dont, comme tu as dit, dont on va la traiter, qu'on va faire. Je crois que c'est Zig Ziglar, qui est un grand coach et conférencier, dit que dans toute difficulté ou dans toute contrainte, il y a un avantage équivalent, voire supérieur. Et tout dépend de l'attitude qu'on va adopter. Donc, tu te démarres, pas forcément évident, crise de 2008, marché mais pas du tout propice. Tu continues, tu tiens bon, et donc ensuite... Mais voilà, on continue à se battre et à construire notre proposition. Donc finalement, ça c'est le noyau de notre métier. Il fallait pas perdre ça de vue, de dire ok, on va continuer, mais surtout construire la valeur ajoutée qu'on est capable d'apporter à ce métier et éduquer le marché au métier, à nos services. Donc c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de souffle, beaucoup de patience. Donc j'ai appris la patience aussi. Ce que tu n'avais pas quand tu étais plus jeune. Moi, c'est normal. Quand on est jeune, on a toujours moins de patience dans tout. C'est logique. À qui le dis-tu? Voilà. Donc, moi, je me disais, oui, je voyais déjà un business model à la base, boîte internationale, comme ça. Ok, je vois d'autres réussites, parce que forcément, c'est un groupe. Donc, au sein du groupe, ok. Oui, on se met ensemble. Et tu sais, en termes de chiffre d'affaires, ce que ça représente aujourd'hui? On est au niveau du groupe proche du milliard, avec toutes les avec toutes les activités combinées, donc c'est assez énorme. Mais bon, il y a beaucoup de filiales maintenant, beaucoup de sous-business, donc on va dire des départements indépendants qui travaillent, c'est assez large. Ça a pris d'autres ampleurs maintenant. Donc au niveau de la conciergerie, je voyais à l'époque d'autres collègues sur d'autres pays qui réussissaient bien. Donc on avait des conférences, tous les bureaux ensemble. Je voyais un peu, c'est bien pour s'imprégner, s'inspirer et voir les réussites et qu'est-ce qui est possible en fait de réaliser en termes de business model. Donc j'apprenais beaucoup là, mais je voyais ça, je dis waouh, c'est génial ce qu'ils réalisent. Et moi, c'est génial ce qu'ils réalisent à l'étranger. On se dit aussi quand on est un peu dans l'esprit compétiteur, ouais, je veux pas être le dernier de la liste quand même. Il faut livrer des résultats et donc. Voilà, de fil en aiguille, on a travaillé surtout le noyau, la proposition, éduquer le marché et finalement, on a eu des clients, on a pu prouver qu'on travaillait bien et puis plus de clients, on a encore prouvé qu'on travaillait bien et ça fait sa pub, et la petite réputation commence, on va dire, sur le petit chemin et puis ça part, on va dire, de fil en aiguille à grandir et puis il y a d'autres problèmes après à gérer, ça devient d'autres difficultés et puis finalement sur 10 ans, voilà, on est bien établi. Vous êtes bien établi. Oui. En tout cas, bravo pour ce parcours et cette réussite. Merci. Donc, pour venir maintenant un petit peu à les jeunes qui nous regardent, toi qui as déjà ce parcours accompli, ils te regardent, si tu devais leur donner quelques éléments essentiels, quelques conseils
pour leur permettre justement de pouvoir réussir en affaires. Pour toi, les éléments clés, vraiment, quels sont-ils? Bon, tout d'abord, c'est pas structuré chez moi, parce que j'ai pas l'habitude de donner des conférences comme toi Ok. où vous traitez ce sujet habituellement. Donc, c'est des méthodes que j'utilise pour moi, Ouais. mais c'est déstructuré. Donc, la première chose, c'est l'envie. Hein. Si l'envie est déjà là et qu'on la ressent, mais il faut pas l'écraser. Il faut Ok. l'écouter. Je crois que c'est le début, ça. Hein. Ok, d'accord. C'est une envie de réaliser des choses. Il faut bien faire la distinction entre le résultat final, hein, parce que beaucoup de jeunes voient tout le glam, Le lifestyle. le lifestyle, oui, l'argent, les choses. Ok, mais si c'est que ça va pas. Je pense qu'il faut avoir l'envie de réaliser quelque chose Ok. concrètement, et ça suit par la suite, naturellement ou pas. Donc, il faut avoir l'envie et s'il y a une envie, il faut l'écouter pour commencer. Une fois qu'on l'écoute, il faut réfléchir à comment concrètement avoir un plan pour l'exécuter, pour y arriver. Donc voilà, j'ai une envie, j'ai envie de faire quelque chose dans ma vie. Ok, si c'est penser à son envie tous les jours et se conforter avec ça, on va pas avancer. Donc l'étape suivante, c'est de dire ok, j'ai une envie, maintenant concrètement par rapport à ma vie, mes contraintes actuelles, quel chemin je peux tracer sur papier pour en tout cas me diriger vers un objectif. Donc le mettre concrètement sur un plan et commencer à travailler ce plan et le mesurer au quotidien. Après, le plan théorique du départ, la pratique, souvent, c'est très différent. Donc, il y aura beaucoup d'ajustements à faire en cours de route. C'est des facteurs extérieurs. Et puis, il y aura, comme on en a discuté, l'entourage qui découragera. Il y aura des failures, comme on dit. Voilà, il y aura des échecs. Ça, il faut être conscient de ça. Les échecs font partie de la réussite. Les échecs font partie de la réussite. Ça, je le dis haut et fort. Mais il faut qu'ils l'entendent. Hein, Ouais, haut et fort. Il n'y a pas de réussite sans échec. Celui qui dit ça, il ment. Je ne connais pas. Tu ne connais pas. Connais et tu en connais des entrepreneurs. J'en connais beaucoup et je ne connais personne qui, sauf si, non, c'est même pas une réussite, hein, si on est simplement héritier et que on n'a rien fait, mais bon, c'est pas, on n'a rien construit non plus, hein, donc je veux dire, allez, les médias, surtout aujourd'hui, pour les jeunes, je parle. Hein, à notre époque, quand on était très jeunes, on avait 18 ans, il n'y avait pas Instagram, c'était le début de Facebook, et encore à mes 18 ans, je pense pas qu'il y avait Facebook. Mais aujourd'hui, il y a cet accès à tellement d'images, d'informations via les réseaux sociaux, et les jeunes sont forcément très, très connectés, et on voit sur Instagram tous ces gens, des jeunes entrepreneurs qui ont réussi et qui projettent une image de vie de rêve sur les réseaux sociaux. Ça fait rêver, oui, forcément, mais sur ces images, on ne trouve pas la photo du même entrepreneur. La nuit où il n'a pas dormi parce qu'il galérait, parce que ça allait pas, il n'a pas pris un selfie, il l'a pas envoyé sur Instagram pour dire j'ai pas dormi de la nuit, je suis super angoissé, j'ai vomi, j'ai une journée terrifiante demain, j'ai des problèmes, j'ai des dettes. C'est pas quelque chose qu'il a posté, c'est quand il a passé cette phase et que ça a roulé. Voilà, il est bronzé au bord de la plage, c'est ça qu'il poste. Donc finalement, il y a tout ce volet uniquement des beaux jours qui est visible sur Internet, mais tout ce qu'il y a derrière, on va dire la labeur, on la voit pas. Donc il faut être conscient, et je répète que les échecs, c'est pas un échec, les échecs font partie de la réussite parce que ça nous forge. Ça nous forge et ça nous apprend. C'est la meilleure manière d'apprendre. Il faut cumuler des échecs, et c'est bien d'échouer. Ce qui compte quand on échoue, c'est de ne pas s'arrêter. Il faut se relever, il faut prendre du recul, dire ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une bonne claque, ça m'a fait mal. Analysons maintenant pourquoi ça n'a pas été, comprendre bien l'analyse et retenir ça pour l'avenir, pour éviter que ça se répète. La fois d'après, ce sera un échec dû à autre chose. Pareil, on va apprendre une nouvelle histoire, mais c'est en cumulant ces échecs qu'on aura appris beaucoup de choses sur beaucoup de thèmes variés. Et ça va nous permettre de vraiment s'améliorer, de s'élever, parce que dans tous ces thèmes, on ne fera plus d'erreurs. Et donc, l'entonnoir, voilà, comme on dit dans le sport, training makes perfect. Et donc, à force d'avoir eu pas mal d'échecs,
on n'est plus armé à plus les vivre encore et donc à les éviter. Et c'est là qu'on devient meilleur en fait, en tant qu'entrepreneur, dans son boulot, où on pourra anticiper parce qu'on aura vécu quelque chose de douloureux. Donc la prochaine fois quand cette situation peut s'approcher, ben, on la voit d'arriver de très loin. Ouais. Donc on est capable assez aisément de la contourner, de l'éviter, de contrôler la situation. Voilà, donc un parcours parfait selon moi, ça n'existe pas. Et, oui, bien sûr, et ça ne permet pas à quelqu'un en tant qu'être humain déjà de s'élever. Donc, pour progresser, c'est nécessaire. Donc, en termes de diversité, aujourd'hui, je dirais, c'est encore la situation meilleure qu'il y a 20 ans. Si on parle de la Belgique, je ne sais pas si on parle d'autres pays aussi. Il y a plus de diversité, il y a on catalogue moins qu'à l'époque, qu'il y a 20 ou 30 ans. Quand je vois les écoles aujourd'hui par rapport à notre époque où on était à l'école, tu vois qu'il y a énormément de mixité dans les écoles. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Donc, c'est un signe de diversité et je pense que au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'époque, il faut surtout pas se mettre ça en tête. C'était plus compliqué à l'époque et pourtant certains, voilà, y sont arrivés. Donc c'est encore plus simple aujourd'hui. C'est plus une question de, je veux dire, et les nouvelles générations avec Internet de nouveau vont vers cette mixité. Et tant mieux. Il y aura moins de jugements, etc. Bon, il y en aura toujours un peu, mais avec le temps, je pense que ça va s'assouplir encore plus se diluer. Donc il faut pas garder ça en tête du tout. Et de toute façon, si l'un ou l'autre qui tombe sur le chemin et qui vous serre un peu la vis à cause de ça, c'est pas grave finalement, ça vous permettra de vous battre un peu plus, de démontrer plus. Si vous battez plus, c'est bénéfique pour vous. You get better, vous améliorez dans ce que vous faites finalement et c'est bénéfique. Quand on doit prouver 2 fois plus pendant une période, faire 2 fois moins d'erreurs par rapport à d'autres, parce qu'on est handicapé par rapport à d'autres, on a 2 attitudes, soit on se dit « Oh non, je suis le Calimero, moi on me juge, je dois travailler 2 fois plus dur, j'ai pas droit à l'erreur alors que l'autre, on le pardonne. » Mais soit c'est ça, soit on se dit le résultat final, mais je peux être 2 fois meilleur que l'autre parce que j'ai travaillé 2 fois plus dur. Donc à terme, le résultat peut être bon. Donc, il faut y croire et avancer. Donc le message, voilà, il y a plein de choses à faire. Beaucoup, le monde change, c'est dynamique. S'il y a une envie, il faut vraiment se battre pour essayer de mettre un plan dessus, la concrétiser et avancer et être conscient du fait qu'un échec, c'est pas grave. Il faut se relever. Ok. Merci pour tous ces points qui sont vraiment très importants. Alors maintenant, vu que tu es toujours jeune, mais que tu as une certaine expérience, c'est toi qui as parlé de tes cheveux, c'est pas moi. Hein. Ben justement, donc pour ces jeunes qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre, avec cette expérience que tu as acquise, j'imagine qu'il y a certaines choses que tu as faites et avec le recul, tu te dis bah tiens, j'aurais peut-être agi différemment ou peut-être aussi des autres entrepreneurs que tu connais où tu as vu certaines erreurs qui ont été commises. De nouveau, si tu devais identifier ces erreurs assez communes qu'on peut commettre et qui sont à éviter, pour toi, de nouveau, quels sont les points où tu te dis faites attention à cet élément-là dans votre parcours, si vous voulez réussir, soyez attentifs à ça. À nouveau, c'est très variable. Je pense pas qu'il y a des règles vraiment prédéfinies. C'est adaptable à chaque personne, à son propre challenge et à son business model et à son secteur. Okay. Donc les challenges d'un secteur ne sont pas ceux d'un autre. Dans le mien, en l'occurrence, c'était un secteur nouveau que j'ai apporté sur le marché belge. Donc le challenge, c'était quoi? C'est de créer un nouveau marché. Okay. Un secteur préétabli, c'est un autre challenge. Il y a des règles. Voilà, il y a des règles, mais il faut analyser la concurrence. Voilà, quelle est la concurrence et si je me lance, est-ce que j'ai une valeur ajoutée par rapport à la concurrence? Si c'est pas le cas, si on copy-paste ce que vous faites, ben alors c'est simplement, voilà, il y a un gâteau, je vends la même chose que les autres et je viens juste prendre un peu une partie du gâteau que je retire aux autres. Donc ça va être une compétition où vous allez un peu tirer tout sur la couverture. Voilà, je pense qu'il faut bien comprendre là où on met les pieds. Donc c'est-à-dire bien comprendre son secteur, est-ce qu'il y a une compétition ou pas. Est-ce que je crée un marché? Si ce n'est pas le cas, avec qui je vais me disputer ce marché? Et surtout, quel est l'avenir à ce niveau-là? Il faut, je pense, au jour d'aujourd'hui, surtout pas oublier l'aspect technologique. L'avenir est vraiment orienté vers la technologie et ça va toucher tous les secteurs. Donc, quand je m'adresse aux jeunes, je dis faites attention à ça. Allez vraiment dans une réflexion technologique. Tous les métiers vont être touchés à long terme.
Et donc c'est là qu'il y aura vraiment une valeur ajoutée réelle à apporter à l'avenir. Et si on est connecté vraiment et baigné dans ce monde technologique, il y a beaucoup à faire dans l'avenir. Donc il y a toute une réflexion à savoir en amont où est-ce que le marché va, où est-ce que le monde va, et où est-ce que je mets les pieds par rapport à ça. Pas réfléchir à des business models préétablis anciens, mais plutôt à de l'innovation. Okay. En gros, moi j'y crois personnellement fort. À l'impact de la technologie sur tous les métiers, dont le tien. Oui, tout à fait. Voilà, c'est en train de changer et ça va encore changer. La technologie touche tous les domaines et un peu tout le monde, mais il y aura aussi toujours quelques aspects niches dans tous les secteurs où l'humain restera nécessaire pour, on va dire, des niches à très haute qualité ou à très haute valeur ajoutée, où ce sera nécessaire toujours d'avoir un interlocuteur et avoir un aspect humain en termes de service, hein, mais ça restera une niche. Mais au niveau masse, on va partir vers beaucoup de technologique, donc je pense que l'immobilier va aussi être touché, mon secteur aussi sur certains segments touchés. Donc voilà, je pense que si je transpose ça un peu à ton métier, il y a beaucoup de choses qui vont s'automatiser, sauf peut-être, voilà, si on parlera toujours de biens exceptionnels, mais voilà, c'est client exceptionnel, bien unique. Ce sera nécessaire toujours d'avoir une visite, d'avoir un historique, de discuter avec un agent, entre guillemets, face à face, pour avoir une transaction. Sur un business de masse dans l'immobilier, il y a plein de choses qui sont en arrivage. L'intelligence artificielle est en train de... L'intelligence artificielle et surtout la blockchain. La blockchain, ça va toucher. D'ailleurs, ça m'échappe, il y a un pays en Afrique, je ne sais plus lequel, il faut retrouver ça, qui est en train d'instaurer tout son système cadastral du pays sur la technologie blockchain. Ok. Pour éviter toute falsification. Ok. Donc j'invite tous les jeunes à aller se renseigner si vous ne savez pas ce que c'est, la technologie blockchain, parce que ça va vraiment changer le monde et dans tous les secteurs. Et chacun peut s'y retrouver, on va dire, en termes de centre d'intérêt. Ok, bah écoute Zishan, un tout grand merci d'avoir partagé avec nous cette vidéo. Ben voilà, c'était le deuxième invité. On est très heureux de vous partager ces expériences d'entrepreneurs accomplis. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.